Dans ce 15e chapitre, nous allons voir comment gérer les dimensions des éléments HTML en jQuery. Alors, le jQuery nous fournit un set de méthodes qui va nous permettre de modifier les dimensions des éléments. Donc, dans cette partie, nous allons voir les méthodes suivantes. D'abord, la méthode width, la méthode ace, la méthode inner width et inner ace, et les méthodes outer width et outer ace. Alors pour bien comprendre ce que va impacter chacune de ces méthodes, vous devez avant tout vous souvenir du modèle des boîtes en CSS, donc un modèle que j'espère que vous avez en tête. Et donc rappelez-vous que tout élément peut être vu comme un empilement de boîtes, avec donc la première boîte qui contient l'élément en soi et son contenu, la deuxième boîte qui contient la première boîte plus le padding, la troisième boîte qui contient la deuxième boîte plus la bordure, et la quatrième et dernière boîte qui contient la troisième boîte plus la marge extérieure de l'élément. Donc on va déjà commencer avec les méthodes width et ace. Alors ces méthodes width et ace vont retourner ou nous permettre de définir la largeur et la hauteur d'un élément en soi, en excluant donc le padding, la bordure et la marge extérieure. L'utilisation de ces deux méthodes ne devrait pas vous poser de problème normalement, et donc on va voir immédiatement un premier exemple ensemble. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Donc pour cela, on retourne ici sur notre éditeur de texte. On va créer deux paragraphes en HTML. Donc par exemple, premier paragraphe ici. Ensuite, deuxième paragraphe. On va également créer deux spans. Span ID, on va l'appeler par exemple SP1 ici. Un retour à la ligne. Après le span, bien évidemment. Deuxième span ID SP2. Ici, on va faire deux retours à la ligne cette fois-ci. Et on va également créer un bouton ID P1 dont la fonction va être de modifier la taille de nos éléments. Alors, on va définir des styles pour nos paragraphes, donc les paragraphes qui vont être les éléments qui vont être modifiés. Donc, padding 2.10 pixels, une marge de 20 pixels et une bordure 1 pixel solide et black par exemple. C'est pas très important ici. Très bien. Et donc maintenant en jQuery, on va déjà commencer par créer donc deux variables L1 et H1 qui vont contenir les largeurs et hauteurs respectives des éléments P par défaut. Donc on commence déjà par utiliser les propriétés width et ace comme getter pour récupérer la largeur et la hauteur des éléments P par défaut. Donc sp.width, tout simplement sans argument ici. On fait pareil avec la méthode ace, donc p.ace, et on affiche donc cela dans notre premier span, notre span qui porte l'ID sp1 ici. Donc point texte, alors taille de départ, de point, donc plus le contenu de notre variable h1, plus donc on va mettre fois, plus le contenu de notre variable L1, plus donc px pour pixel. Comme cela. Et on va maintenant utiliser donc nos méthodes width et ace comme setter cette fois-ci. Et donc on va les utiliser lors du clic sur notre bouton B1. Donc B1.click function ici. Donc on va définir une nouvelle taille pour nos éléments P une nouvelle fois. Donc on cible nos éléments P. Et on utilise donc width, par exemple, on peut mettre une nouvelle taille de 300 pixels de large par, admettons, 100 pixels de haut, donc ace 100 pixels
comme ceci, ici et ici. Et on peut également, si on souhaite, bien évidemment, récupérer la nouvelle taille en même temps. Donc toujours lors du clic sur notre bouton. Dans deux nouvelles variables qu'on va appeler L2 et H2 par exemple. sp.width ici et var h2 égale .ace. Et on va afficher donc ces nouvelles tailles dans notre span qui porte l'ID sp2 bien évidemment. Donc sp2.text nouvelle taille afin de voir si cela fonctionne bien, vérifier les résultats. H2 plus, hop, je vais récupérer ceci. Donc ici plus, et je mets L2 à la place de L1 tout simplement. J'enregistre et j'affiche donc immédiatement. Donc je clique sur changer la taille. Et donc ici, vous voyez qu'on utilise une première fois donc width et ace sans argument en tant que getter pour récupérer des valeurs relatives à la largeur et à la hauteur de base de nos paragraphes. Donc la largeur et la hauteur de base de nos paragraphes, c'est 18 par 1206 pixels. Donc c'est l'utilisation qu'on a fait ici de width et ace. Ensuite, donc on définit de nouvelles largeurs et hauteurs ici pour nos paragraphes en passant les nouvelles valeurs en argument de ces deux méthodes width et ace. Et on affiche la nouvelle taille dans notre deuxième span. Et donc vous voyez que la nouvelle taille, c'est bien 100 par 300, donc 100 pixels de haut par 300 pixels de large. Donc notre utilisation en tant que setter des méthodes width et ace a bien fonctionné. Alors maintenant, méthode suivante, les méthodes inner width et inner ace vont elles respectivement nous permettre de récupérer la largeur de l'élément avec son padding et la hauteur de l'élément, donc une nouvelle fois avec son padding. On va également pouvoir utiliser ces méthodes comme setter, mais ce genre d'utilisation va être beaucoup plus rare, tout simplement car on ne va pas pouvoir impacter la taille du padding en soi, et donc généralement on utilisera ces méthodes comme getter, tout simplement, on se contentera d'une utilisation en tant que getter de ces méthodes. Donc on va prendre un exemple immédiatement. Donc pour cela, je vais préciser cette fois-ci deux paddings, donc un padding de 10 pixels et de 20 pixels, afin de bien voir donc bien les différences. On conserve nos deux paragraphes, on va se contenter d'un premier span vu qu'on va utiliser ces méthodes simplement en tant que getter. Donc pas de bouton non plus, ça ne servira à rien. On va supprimer ceci, tout simplement, on va tout réécrire, ça fait pas de mal. Donc on crée une première variable qu'on appelle L par exemple, et on récupère donc l'inner width de nos paragraphes, donc inner width ici, et une deuxième variable qu'on appelle H qui s'est chargée de récupérer la valeur relative à cette fois-ci l'inner ace de nos paragraphes une nouvelle fois. Et donc on va également afficher ces valeurs dans notre span sp1 ici, donc point texte, donc taille avec padding, deux points, donc plus le contenu de notre variable L, plutôt le contenu de notre variable H pour commencer, hauteur fois largeur, plus donc 1 fois, plus le contenu de notre variable L cette fois-ci, et plus l'unité, les pixels. On enregistre et on affiche immédiatement. Et donc vous voyez que la taille de nos paragraphes avec le padding est de 38 pixels fois 1226 pixels. Donc pour rappel, par défaut on avait une taille donc, pour nos éléments simples. Donc je vais l'écrire également car je pense que c'est intéressant. Donc si on utilisait que width et ace ici, donc sans le padding, la taille est de 18 par 1186. Et donc avec le padding,
donc inner ici et inner ici. La taille est maintenant de 38 x 1226. Alors ici vous voyez qu'on a plus 20 et ici on a plus 40. Donc pourquoi plus 20 pour la hauteur et plus 40 pour la largeur? Tout simplement car j'ai mis un padding donc de 10 pixels en haut et en bas autour de nos paragraphes et de 20 pixels à gauche et à droite autour de nos paragraphes. Et donc ces paddings haut et bas vont s'additionner pour la hauteur de l'élément bien évidemment, donc ça fait 20 pixels de plus pour la hauteur. Et les paddings gauche et droite vont s'additionner également donc pour la largeur de l'élément, donc ça fait 20 et 20, donc ça fait plus 40 pixels pour la largeur de l'élément en plus du contenu de l'élément en soi. Donc notez bien une nouvelle fois donc, que ces paddings vont s'additionner pour arriver au résultat final. Et donc dernière méthode que je voulais vous présenter, les méthodes outer width et outer height. Donc ces deux méthodes vont retourner la largeur et la hauteur d'un élément en incluant cette fois-ci la taille de son padding et de sa bordure. Alors notez que ces méthodes peuvent également prendre un booléen en argument, donc la valeur true ou false, et si on leur passe la valeur true, elles incluront en plus la taille de la marge extérieure dans le calcul de la largeur et la hauteur de l'élément. Donc outer width et outer height peuvent à la fois calculer soit la largeur et la hauteur de l'élément en incluant la taille de son padding et de sa bordure, soit calculer la hauteur et la largeur d'un élément en incluant la taille de son padding, de sa bordure et de sa marge extérieure, si on leur passe true en argument. Donc on va prendre un exemple immédiatement pour illustrer le comportement de ces méthodes. Donc ici je vais mettre une taille définie pour commencer, je vais mettre par exemple 500 pixels de large et 20 pixels de haut pour nos paragraphes. Et je vais mettre des marges de taille différentes, donc cette fois-ci 4 marges différentes. Donc 20, 5, 10 et 8. Donc pour la marge supérieure, la marge droite, la marge basse et la marge gauche. Et je vais ensuite donc utiliser bien évidemment mes deux méthodes dans mon élément script ici. Donc je vais commencer déjà par créer une première variable L qui va se contenter de stocker la valeur de départ de mon outer width de mes paragraphes. Donc pour ça j'utilise outer width tout simplement comme ceci, sans argument. Ensuite je vais vouloir récupérer la largeur totale de départ de mes paragraphes. Donc pour cela cette fois-ci je vais préciser l'argument true à ma méthode outer width, donc true entre les parenthèses ici. Je fais pareil avec la hauteur, donc var h égale outer height cette fois-ci, et var hauteur totale égale donc outer height true comme cela. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à afficher dans notre span les informations récupérées. Donc pour cela, on cible notre span sp1. On va utiliser cette fois-ci la méthode HTML car je vais faire des retours à la ligne dans ce que je vais écrire à l'intérieur. Donc hop, ici, je vais immédiatement repartir à la ligne afin que ce soit plus clair pour vous. Donc outer taille, je vais écrire par exemple 2 points plus le contenu de ma variable h plus fois plus le contenu de ma variable L plus donc l'unité qui est pixel, un retour à la ligne ici, donc plus à nouveau cette fois-ci outer taille totale 2 points, donc plus le contenu de ma variable ht plus fois plus le contenu de ma variable lt plus mon unité en pixels à nouveau. Donc ici il y a ça en trop et normalement tout est bon. On enregistre et on affiche immédiatement afin de voir les résultats.
Donc l'outer taille, vous voyez qu'on a bien 42 x 542 et l'outer taille totale, c'est-à-dire avec les marges, on a 72 x 555. Alors pourquoi 72 x 555? Alors pour rappel, la taille de départ de nos paragraphes, donc sans marge et sans bordure, est de 20 pixels de hauteur par 500 pixels de large. Ensuite, donc, il faut ajouter le padding déjà, qui est de 10 et de 20, donc ça fait 20 pixels en tout en hauteur et 40 pixels en largeur. Donc ça fait du 40 par 540 déjà, plus la bordure qui est de 1 pixel. Donc ça fait 2 pixels en fait à gauche et à droite, et 2 pixels en haut et en bas, puisque ça fait 1 plus 1 et 1 plus 1. Et donc ça nous fait donc du 42 par du 542, tout simplement. Donc 42 par 542, c'est la outer taille qui est ici, donc sans les marges extérieures. Ensuite, donc, on va rajouter pour l'outer taille totale, qu'on a calculé avec outer width true et outer height true, la taille des marges extérieures. Donc pour le moment, on est à 42 par 542. Donc il faut rajouter 20 et 10 pour la hauteur, c'est-à-dire 30 pour la hauteur. Donc ça nous fait du 42 plus 30, 72 pour la hauteur, et 5 et 8 pour la largeur, donc plus 13 pour la largeur. Donc ça nous fait 542 plus 13, ça fait 555, et ça nous fait donc bien des mesures de 72 pixels par 555 pixels, qui est bien l'outer taille totale qu'on a ici, et donc nos deux fonctions outer width et outer height fonctionnent parfaitement. Et donc voilà tout pour le calcul et pour la modification des tailles des éléments HTML en jQuery, donc grâce à ces méthodes width, height, inner width, inner height et outer width et outer height. Et donc nous en avons fini avec la manipulation du DOM HTML en jQuery, donc comment manipuler le DOM HTML en jQuery. Et dans la prochaine partie, nous verrons cette fois-ci comment créer des effets et des animations en jQuery, donc les effets et les animations qui sont véritablement le point fort du jQuery.